Bonjour à tous. Alors, on va faire cette rencontre sans micro parce qu'on a un petit souci technique, mais bon, c'est très bien. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous sommes une boutique de DVD. Nous existons depuis 17 ans et également nous sommes éditeurs DVD. Donc, il y a toute une partie de voilà, les DVD que vous voyez ici, ce sont les DVD édités par Potemkin. Et puis depuis une dizaine d'années, on accueille régulièrement des cinéastes, des critiques, des écrivains pour qu'ils nous parlent de cinéma en général, de leurs films. Et puis donc on a ce petit espace-là de discussion pendant lequel on échange pendant 1 heure. Et puis après, il y a une dédicace, parce que là, ce soir, on est très heureux d'accueillir Alain Cavalier, qui était, voilà, vous étiez déjà venu il y a quelques années. Pour oui, 6 portraits XL, donc c'est pas votre film précédent, parce que vous tournez, vous n'arrêtez pas de tourner. Et là, en fait, ressort en DVD et en Blu-ray Libéramé, qui est un film de 1993. Donc on fait un peu un saut dans le temps, et en même temps, dans les salles de cinéma, on joue L'Amitié, votre dernier film. Donc on est en 2023, L'Amitié, 1993, Libéramé. Il y a combien 30 ans, hein, 30 ans. 30 ans. Et dans l'un et dans l'autre, on retrouve aussi une même personne, un comédien qui est dans Libéramé, voilà. et que vous avez refilmé dans L'Amitié. Il est magnifique dans le film. Alors, il était livreur, coursier, et je l'ai rencontré par hasard. Et c'est le résistant du film, c'est le héros du film, hein, comme on dit. Et alors, le problème de ce film, c'est que j'en avais fait un avant qui s'appelait Thérèse, et il avait fait 1,5 million d'entrées. Et puis j'en ai fait un second quelques années après. Il a fait 26 000 entrées. Alors, je vous présente 26 000 entrées. Et cet homme magnifique, évidemment, n'ayant été vu par personne, hein, est remonté sur sa moto et a continué à faire le coursier. Et je suis resté en relation avec lui. Et j'ai fait c'était une personne une partie du film que je sors en ce moment, qui est L'Amitié. Voilà. Alors, c'est très curieux parce que personne n'a voulu aller voir ce film. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de barrière. Et je me suis demandé pourquoi, quand même. C'est pas... Bon, c'est fait d'une façon particulière, etc. Mais il y a une action très simple, très compréhensible, très... Et je crois que j'ai trouvé, finalement. C'est que un film sans parole, racontant la vie d'un pays sous la botte d'un autre pays qui a une arme et qui domine celui qui a été battu, développe une angoisse. Et cette angoisse-là, je l'ai vécue. Je l'ai vécue parce que quand les Allemands ont occupé mon pays en 1940, j'avais 10 ans. Donc, j'avais 9 ans. Enfin, donc, j'ai vécu presque 5 années d'occupation allemande profonde. Et ça m'est rentré. C'est l'épouvante. Et comme ces 5 années d'occupation allemande représentaient une partie du rêve allemand de faire de l'Europe entière une Europe allemande, c'était les Allemands pour la revanche de la guerre de 14. Et ça aboutit en Europe, tenez-vous, restez bien assis, 40 millions de morts. Et dont aujourd'hui la mémoire a complètement disparu des écrans. 40 millions de morts en Europe entre 40 et 45. Et moi j'ai traversé ça. Donc je ne pouvais pas faire autrement que de faire ce film-là et de me débarrasser d'une angoisse sur le film. Et le spectateur a été très malin, il l'a senti. Et comme il ne voulait pas se surangoisser, déjà vivre c'est un peu angoissant, mais il n'est pas venu.
Oui. Il n'est pas venu. Et je le comprends parfaitement. Je le comprends parfaitement. Mais ce que vous ne dites pas, Alain, aussi, c'est que je trouve que à partir de Libéramé et un peu avant, beaucoup de gens vous connaissent ici, mais beaucoup de gens, il y a certaines personnes qui ne vous connaissent pas. C'est-à-dire que vous avez commencé par des films assez grand public, avec des stars, et petit à petit, dans votre filmographie, vous êtes allé vers quelque chose de plus en plus radical. Et je trouve que Libéramé est une sorte de point de bascule aussi, formellement. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui formellement est très tenu, mais en même temps, pas de parole, une attention portée aux gestes, presque un film sur l'artisanat de faire les choses aussi. Oui, ça c'est autre chose. Ça c'est comment... on le voit très fort dans Libéramé pour une première fois aussi. C'est-à-dire que c'est quand même une reprise de la façon de filmer de Thérèse quand même, parce que j'avais deux problèmes dans ma vie. C'était mon éducation religieuse, 7 années de pensionnat religieux chrétien, et de rapport profond avec les évangiles, et la guerre. J'avais ça sur le dos. Et donc je m'en suis d'une certaine façon débarrassé avec Thérèse, et je me suis débarrassé de l'angoisse politique de ma jeunesse et de mon adolescence surtout, avec ça. Après j'étais libre. Après j'étais plus libre et d'accueillir cette merveille qui est cette caméra que j'ai dans ma poche, voilà, elle est juste là, et qui m'a permis de, au lieu de passer à travers des décors, d'autres personnes, de reconstituer entièrement un film, de faire une représentation, j'ai attaqué le réel directement. Hein, en me disant, qu'est-ce qui est filmable dans le réel? J'ai toujours adoré le réel, j'ai toujours adoré comment était habillée une personne, le poudrier de ma mère quand elle passait de la houppette au coton, hein, parce qu'elle ne trouvait plus sa houppette. Tout ça m'a toujours fasciné. Et j'ai fait 30 années de 35 mm, ça c'est mon dernier sursaut en 35 mm. Et puis, depuis ce temps-là, je suis... libre. Je suis comme tout le monde. J'ai une caméra comme tout le monde. Comme tout le monde a un crayon pour dessiner ou écrire. Comme tout le monde a je ne sais pas moi, un piano pour faire quelques notes. Hein. Et surtout de tourner tous les jours sans demander de l'argent à quiconque. Hein. Voilà, monter tous les jours. Et si un jour le film est terminé, on pourrait même imaginer, moi je ne le fais pas parce que je n'ai pas à le faire, mais d'aller voir une salle sympathique, le type, et lui dire, ah, écoutez, j'ai fait un film, et vous ne pourriez pas le voir le matin, puis me dire si vous pourriez me faire 2 ou 3 séances comme ça. Mais c'est comme ça ça commence, une vie, c'est comme ça que les romanciers commencent, c'est comme ça que les peintres commencent, et nous, maintenant, on est logés à la même enseigne. C'est magnifique. C'est magnifique. Hein. Alors, le centre du cinéma, les producteurs, les distributeurs, etc., etc. Celui qui décide de faire un film, il s'achète une caméra, et tout ça n'existe pas pour lui. Et il fait son film. Et un jour, vous verrez des films faits comme ça, et ça transformera évidemment le regard du spectateur. Mais ça, c'est encore un travail extraordinairement, c'est du studio, c'est entièrement du studio. Hein. Il y a la règle principale, c'est que c'est photographié avec une seule lampe. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de rajout. Il y a évidemment une bande sonore qui est faite d'une façon aussi élaborée et en même temps que l'image. Et je ne sais pas du tout ce que ça donne sur le spectateur aujourd'hui. Vous revoyez vos films, vous voyez... C'est très difficile, parce que dès les 3 premiers plans, je me souviens exactement du plan qui suit, et quand un spectateur sait le plan qui suit, il s'emmerde. Hein, c'est la surprise qui compte. Je crois que je vais redécouvrir mon film, et en fait, je vois les 10 prochains plans, même je les vois. Alors donc, je m'ennuie un tout petit peu, donc j'ai pas de jugement. Et puis, de temps en temps, je vois qu'au cours du tournage, il y avait quelqu'un qui avait fait un geste très bizarre. Il me revient pendant le... Donc c'est impossible de revoir ces films. Enfin, pour moi, c'est très difficile.
Alors je voudrais remercier Tamassa aussi de s'être attelé à la réédition de l'avoir fait très simplement, hein, et d'avoir mis un petit texte qui était dans le cahier de presse de la sortie du film, qui est de 93, et auquel je n'ai pas touché d'ailleurs, auquel je n'ai absolument pas touché. Préciser qu'en bonus aussi, il y a ce court-métrage qui s'appelle Liberté, Liberté chérie, où on voit un tournage du film, et le moment où vous prenez votre caméra et vous allez filmer un peu ce qui se passe dehors. Alors, vous en avez ce... Oui, le tournage, étant donné comme on voit pendant le film est tourné, c'est pas moi qui ai filmé, c'est Bernard Crombé qui a été mon complice pendant toute la fabrication du film, et qui filmait de temps en temps des morceaux avec une caméra qui était un peu plus... Et puis un jour, je lui dis, mais prête-la-moi comme ça. Et je suis allé me promener à Enghien, j'habitais à Enghien près du studio, et j'ai fait mes premiers films dans les rues d'Enghien. Et comme par hasard, il y avait des croix gammées avec mort aux Juifs, après il y avait marqué mort aux Arabes, et moi je faisais un film sur la résistance à une... C'était absolument extraordinaire. Puis je me suis approché du lac, et puis j'ai vu un signe absolument magnifique. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Et je suis passé de Libéramé à la rencontre. Mais je voulais peut-être qu'on me passe un mot, parce que c'est vraiment il y a les deux cavaliers, quoi. Pour moi. Il y a vraiment ce passage-là, mais en très peu de temps. C'est-à-dire l'homme du studio et puis l'homme à la caméra. Vous le filmeur. passer, là ? Non, mais pas là tout de suite. Là, on va attendre du non. C'est d'ailleurs, c'est là-dedans. Oui. Ça dure 7 minutes, c'est pas... Hein, mais c'est le passage au sens formidable du terme. C'est vraiment d'un endroit à un autre, d'une façon de travailler à l'autre, d'une façon de vivre aussi. Parce que vivre sans demander d'argent aux autres pour faire des films, ça change la vie. Ça change complètement la vie. On n'est pas demandeur. Quand on est cinéaste. On est fabricant et après on montre. Alors les gens prennent ou ne prennent pas. Vous faites votre fromage dans la montagne et vous descendez en ville le vendre au coin du... Alors les gens le regardent et ils les prennent ou ils ne prennent pas. Hein, et c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Quand 30 ans passent et... Peut-être si vous avez des questions à poser. Je suis là pour répondre à vos questions. Et parce que quand je présente mes films, je ne fais pas de préface. C'est vous qui m'avez lancé là. Oui, c'est moi, c'est bon. Je me tais. Parce que j'arrive, la salle se rallume et je dis je ne suis pas là pour parler, mais pour répondre à vos questions. Et là j'ai fait l'inverse. Alors je me tais. Et j'attends que vous me posiez une question. Voilà. Ah oui, j'ai un souvenir émerveillé d'un petit film que vous aviez projeté, je crois, je ne sais plus si c'était à la Cinémathèque ou au Forum des Images, où vous filmiez une bourge que vous aviez posée sur la table de votre balcon, oui. Et vous aviez une méditation sur cette bourge petit à petit se décomposait, enfin séchait, et vous aviez une méditation sur vous faisiez une métaphore sur le cerveau de Hitler, oui, c'était un melon. Un melon. J'ai un souvenir émerveillé. L'agonie d'un melon. Est-ce qu'on peut le voir quelque part, ça? C'est en bonus de je ne sais quel film que j'ai fait. Oui, c'est un bonus. C'est un melon que j'avais vu avec ravissement pourrir sur ma... Et tout d'un coup, il m'a fait penser au cerveau de Hitler, et puis après à celui de Staline, et puis après à celui du pape, du pape de l'époque, qui n'avait jamais ouvert la bouche pendant 5 ans pour essayer de défendre les Juifs qui étaient assassinés. Voilà. Ça s'appelait l'agonie d'un melon, et en même temps, c'était le scalpel, et on voyait le cerveau, et c'est vrai qu'on voyait leur cerveau. C'était un melon. Moi, j'ai eu la chance de voir Libéramé au Festival de Cannes, et je me souviens, ça avait été un choc incroyable pour moi. Et je voulais vous demander, je sais que vous ne voulez plus tourner avec des acteurs professionnels, etc., dans le cadre d'une fiction,
Mais est-ce que vous avez déjà eu envie de faire un de vos films en dehors de la fiction, mais avec un acteur, en le voyant par exemple, ou une actrice, en la voyant chez elle ou dans sa vie quotidienne? C'est des cycles, je crois. Je crois que c'est des cycles, comme la Terre a des cycles, un individu a des cycles, hein, l'histoire a des cycles. Et je pense que j'avais un cycle où j'avais besoin, et où je ne pouvais pas faire autrement, et j'avais besoin en même temps des acteurs pour raconter une histoire, et puis tout ça, petit à petit, à force d'en user, je n'en ai pas abusé, mais le cinéma en a abusé un tout petit peu. C'est-à-dire que j'ai quand même filmé des actrices pour les mettre en valeur, quand même. Donc, à certains moments, j'avais l'impression de tenir une maison de tolérance, pour ne pas dire autre chose, et de vendre à un prix minime un orgasme à des spectateurs ravis. Hein. Et l'opérateur aussi devait impeccablement suivre la dame, ou le monsieur, c'était la même chose. Hein. Et la dame, quelquefois, quand elle avait un parcours important à faire, le faisait avec un miroir, comme ça, pour voir si son visage était toujours bien éclairé. Hein. C'était à la fois une contrainte, et en même temps, c'était un challenge technique pour toute l'équipe, les éclairagistes, etc., de le réussir. Alors, quand la personne était magnifique et naturellement filmable, c'était un plaisir pour les techniciens. Mais quand elle était difficile à tout passer par là, on passait du temps, et la personne coûtait cher au film, et plus le film était cher, moins la liberté du cinéaste était... On était dans une contradiction chaotique, en fait, et permanente. Alors, ça va bien un certain temps quand vous êtes costaud, que vous arrivez à sortir vivant de ce, comme disait Kubrick, c'est-à-dire on vous demande de faire un chef-d'œuvre dans une auto-tamponneuse, hein, et j'ai mis tout à plat, de savoir ce qui me plaisait dans le cinéma, pourquoi je faisais du cinéma, et comment on peut faire du cinéma qui vous ressemble, qui soit uniquement le fruit de votre personne. Parce que ça n'est que ça que vous pouvez offrir aux gens, avec sûrement. Alors ils prennent ou ils prennent pas, mais c'est compact. C'est pas la vie de plusieurs personnes, c'est pas un consensus, c'est pas un travail d'équipe, de scénaristes, de comédiens, de producteurs, tout ça, de distributeurs qui massent le début, la fin, la relance, etc. etc. Non, c'est... voilà. C'est-à-dire que... Et on vous vante un art collectif. Je n'oserais pas rire de tout ça, ça n'a rien de collectif. C'est la volonté, la force morale et l'exigence d'une seule personne. C'est comme ça que ça fonctionne. Et politiquement, on sait aussi que ça fonctionne sur quelques personnes qui ont une espèce d'énergie pour transmettre ce qu'ils transmettent aux autres. Sauf qu'en vieillissant, moi, les autres, c'est-à-dire le public, ça devient un peu flou. C'est-à-dire que je suis moins accroché, je suis moins... voilà. La réponse est un peu longue. Les comédiens, je peux en parler pendant 3 heures, hein, parce que c'est à la fois magnifique et à la fois un danger public pour le cinéma. En plus de ça, la faiblesse du comédien qui n'a jamais avoué, c'est que quand il meurt devant vous au théâtre, c'est personne et personne. Et après, il se relève, il vient vous saluer. C'est un contrat. Vous y avez cru, ça vous a aidé, et après, la vérité reste. J'ai bien fait mon travail, j'ai été très ému, merci, salut. Tandis que le comédien de cinéma, c'est sa reproduction qui fonctionne, qui est diffusée à des milliers d'exemplaires, et quelquefois des millions d'exemplaires, paresseusement dans le monde entier. C'est une reproduction. Et ça lui permet, étant donné qu'il y a beaucoup de clients, d'être payés des fortunes. Et de nous demander, nous, de leur tailler des costumes qui leur permettent de continuer à gagner des fortunes. Et tout le cinéma américain a fonctionné autour de ça. Ils ont commencé, à l'époque de Griffith, ils ont commencé en disant
On a inventé une nouvelle langue, c'est absolument admirable. Nos films sont vus dans le monde entier. C'est inouï ce qui nous arrive. Hein. Et ils étaient éblouis. Et puis, l'argent est arrivé parce que ça rapportait. Et les règles sont mises. Voilà. Le sexe, l'aventure, le héros. Ils ont repris toute la littérature, tous les trucs. Et hop hein. Et c'était vraiment monnaie. Hein. Focus to the money. Et ils ont fait quand même des films assez intéressants, parce que j'ai quand même vu Rita Hayworth, j'avais 15-16 ans, hein, et j'en ai pris plein la gueule, pour ne pas dire autre chose. Hein. C'est-à-dire que le charme de tout ça, mais ce charme-là, ils essayent encore de l'imposer, et je pense que ça sent le faisandé maintenant. Vous voyez, parce que ça ne peut pas durer des siècles. Parce que c'est basé sur une reproduction, c'est basé sur une facilité, et ça ne se reproduit. L'effet ne se reproduit pas, l'effet magique ne peut pas se reproduire indéfiniment. Et là, la croyance du spectateur en les trucs du cinéma, je suis sûr, commence à s'effriter, hein. Et à un moment, il demandera autre chose. Quoi, on n'en sait rien. Qui le fera, je ne le sais pas. Mais je sais qu'il y a en ce moment et je le vois bien dans les cinémas que je fréquente, qui accueillent mes films un peu particuliers. Si le type n'est pas très costaud pour recevoir sa clientèle et l'entretenir, vous avez des séances où il n'y a personne. Il faut le dire, il y a des séances où il n'y a personne. Ouais, mais je pense qu'on a toujours... Ouais, je suis pas sûr qu'on est dans des sociétés qui ont besoin, qui ont une envie de fiction aussi, qui ont éternellement une envie de fiction, une envie d'auteur aussi. D'auteur, c'est ce que vous disiez, mais de fiction. C'est-à-dire qu'on a besoin de fiction aussi. Et pas, on parle de l'argent, évidemment, que le cinéma américain, le cinéma hollywoodien a été très fort et force de proposition dans ce domaine-là. Mais on a vu pendant le confinement aussi comment les gens avaient besoin d'avoir des histoires à écouter, des personnages dans lesquels se projeter. Non, vous ne croyez pas? Non, mais je n'ai pas attaqué la fiction. Non, mais c'était pour prolonger. C'était pour oui. Je n'attaque absolument pas la fiction. Non, mais le rapport du public aujourd'hui aux images, où on pourrait se dire, les gens ont un rapport, sont blasés, ont déjà vu beaucoup de choses, ont le regard un peu pollué par tout ça. Mais en même temps, j'ai l'impression d'une manière... Je pense plutôt à un public un peu exigeant, un peu particulier, parce que tous les livres qui sont qui sont vendus dans les kiosques et partout et dans les gares, etc., c'est comme le cinéma, c'est une littérature. Les 4/5 des livres, ou les 90% des livres, c'est des littératures préfabriquées pour plaire au public. Hein. Ce ne sont pas des littératures d'écrivains. Hein. Faut le reconnaître, le cinéma c'est la même chose. Moi je ne m'intéresse qu'aux individus un peu particuliers qui font des films un peu particuliers et qui sortent de leur cerveau à eux. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Pas ceux qui font divinement une fabrication un petit peu prévue, un petit peu formatée, et qui font des films que les gens vont voir avec plaisir. Très bien, formidable. Et puis il y a des grands fictionneurs aussi. Il y a des as de la fiction qui sont peut-être bien supérieurs à ceux qui cherchent un peu autre chose. Mais ça, on va pas... Non, je ne suis pas contre la fiction, oh là là. Et je pense même que les règles de la fiction et les règles de ce qu'on appelle la non-fiction sont exactement les mêmes. Et elles ont des siècles et des siècles, parce que Aristote disait très justement, c'est-à-dire un spectacle, c'est une succession de bonheur et de malheur dans un récit vraisemblable. Oui. C'est parfait la définition. Ça va aussi bien au film dit de la vie prise dans l'immédiat qu'au film ultra sophistiqué et qui vous prennent vraiment, qui vous empaument, qui vous font une exposition formidable, avec une musique formidable, avec des acteurs divas. C'est aussi très difficile à réussir. Très, très difficile à réussir.
où est-ce que vous fictionnez dans vos, par exemple, dans l'amitié? À quel, où est-ce que rentre la fiction dans vos portraits, par exemple? Eh ben, je vais vous expliquer où rentre la fiction. Chaque portrait, on dit grosso modo, fait 40 minutes. Mettons qu'il y ait à peu près 10 heures de tournée. Ah oui. Et chaque personne, l'aîné à 90 ans, à 53 ans. Donc je vous propose 90 ans de vie en 40 minutes. Ce qui est une escroquerie absolument monumentale. C'est une aussi grande escroquerie que la fiction. Mais c'est fait d'une façon différente. C'est fait avec des outils différents. Mais c'est marrant parce que moi, quand je suis allé voir votre film, j'ai entendu une dame qui parlait avec son ami en sortant et qui disait pour faire ça, il a dû beaucoup tourner. Oui, Et c'est exactement ce que vous dites en fait. Et oui, parce que si vous voulez prendre des instants un peu juteux de la vie qu'on ne voit pas dans les films d'acteurs, qui sont uniquement réservés à une prise du réel au moment où ça se passe, où vous pouvez la filmer, en plus. Ça, c'est... il faut planquer pendant... Vous allez voir, je vais voir Maurice Bernard dans son manoir, et j'y reste 3-4 jours. On vit ensemble, on parle, etc. Puis de temps en temps, je prends ma caméra. Et puis au bout d'une demi-journée, il me connaît, il n'est pas gêné du tout. Il sait que je ne ferai pas de lui un monstre, et que je lui donne l'autorisation, quand le film est terminé, d'enlever les plans qui le gênent. Voilà, on a un contrat de confiance absolue. Et on ne peut pas faire autrement. Ce qui fait que je n'ai filmé que ma mère, ma copine, mes amis. Je ne peux pas filmer quelqu'un. Filmer, c'est faire connaissance. Non, il faut qu'il y ait déjà un rapport humain très avancé, très voilà, déblayé, un peu déblayé. Non, mais ce qui est passionnant, c'est que des personnages, je pense à l'épouse de Boris Bergman, ce sont des personnages ordinaires, mais qui deviennent des personnages presque de fiction. Je ne me rappelle plus de son prénom. La femme de Boris. Oui, la femme de Boris. Son prénom, c'est... Mako. Osaka. Monaka, je crois. Monaka, oui. Monaka. Qui est d'origine japonaise. Et quand vous la cadrez, et vous cherchez la bonne lumière, et tout ça, c'est comme si on était dans la construction pour moi, ces petites apparitions, ou ces commentaires, ou la façon dont elle apparaît dans le film, je trouve que ça ressemble à un personnage presque de fiction. Oui, et même quelquefois je leur demande de faire un petit peu quelque chose, comme si je les dirigeais, comme si... Mais ça, c'est parce que je pense que c'est une façon aussi d'emmener le spectateur à être comme moi, à filmer comme moi. C'est-à-dire qu'il y a la personne qui est filmée, il y a la personne qui filme, et qui invite le spectateur à rentrer aussi dans la fabrication du film. Une intimité un peu sentimentale, un peu amicale, qui est partagée par l'ensemble du travail cinématographique qui lie profondément un acteur de profession, un acteur, un homme qui fait des gestes, un filmeur, celui qui a la caméra, et le spectateur. C'est un trio qui est... on ne peut pas éliminer... Et chaque spectateur voit un film différent. Et chaque spectateur est un cinéaste aussi. Parce que il fait comme moi dans sa vie, il ne se rend pas compte. Il est dans un café, il attend une femme qu'il ne connaît pas très bien, ou un homme, et puis il pense à ce qui va se passer après. Alors il y a quelques images comme ça qui lui sont là, il regarde les gens dans le café, là, et il construit un film. Elle arrive à, il la suit de dos, il tourne. Et si on avait des électrodes là on aurait des films qui seraient, je crois, infiniment plus bouleversants, plus particuliers que ceux qu'on vous propose. Ça, je dois dire, parce que nous sommes interdits de beaucoup de choses avec une caméra. Et ce que je viens de vous dire, ce sont des images mentales, mais c'était très difficile de filmer ça.
Par contre, un écrivain peut passer une soirée magnifique avec une personne. Le lendemain matin, quand elle est partie, il se met à écrire tout ça en détail, et c'est magnifique. Faire ça avec une caméra, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il y a dans le rapport du cinéma avec la réalité, et surtout avec les corps humains, des tas de zones. Donc on fait avec peu, on essaye de faire beaucoup avec peu. Et je ne vous parle pas du pouvoir, où quand ils sont là à décider des choses très importantes qui vont peut-être bouleverser une nation, ils s'arrangent pour qu'il n'y ait ni caméra, ni micro. Hein. C'est entre eux. On ne saura jamais. Jamais. On n'a aucune preuve. Des questions Concernant Libéramé, est-ce que pour vous le cinéma muet, comment est-ce qu'il y a une fascination pour cette époque où enfin voilà. Et écoutez, ça c'est quand j'ai pensé que je ne pouvais pas mettre des paroles, avoir le culot de mettre des paroles à des gens qui risquent leur vie, qui souffrent, et de leur mettre des paroles, ça me paraissait obscène. Bon. Alors, j'ai entendu un film silencieux, mais avec des bruits, mais sans musique, évidemment. Et j'ai regardé les films muets. Je me suis amusé beaucoup, parce que pour faire réaliste, il ne cesse de parler. Et le spectateur traduisait. Un homme qui fait la cour à une femme, il lui parle comme ça. Le spectateur, il comprend, il fait le dialogue dans ça. Puis la musique aussi arrange les choses. Donc, c'était des films qui étaient totalement sonores dans l'esprit du ça ne... Et puis de temps en temps, il y avait, quand c'était le truc était un peu compliqué, il y avait un intertitre où on résumait l'action. Il la déteste, peut-être la tuera-t-il. Et puis on repartait comme ça pour 20 minutes. Hein. Et je n'ai rien appris. Le film muet ne m'a rien appris. Il ne m'a pas aidé, au contraire. Il m'a laissé complètement dans l'inconnu. Alors je sais qu'il y avait des films aussi qui avaient été faits sans parole. Il y avait des films. Mais il y avait un accompagnement musical. Alors là, on était à l'opéra où c'était un ballet. Hein, c'était un ballet où la musique emportait complètement l'affaire. Et comme moi, j'ai eu toujours une rétraction devant la musique de film, parce que je pense que le cinéma est une musique qui n'a pas besoin d'une surmusique. C'est une facilité, quoi. Mais en même temps, comme on est toujours victime de l'opéra, le cinéma, c'est comme l'opéra. S'il n'y a pas de musique au fond, il n'y a pas de film. Et tous les films que vous voyez aujourd'hui commencent par de la musique et carrément, elle ne s'arrête pas. Et dans les séries, ça, alors là, c'est sacré. S'il n'y a pas de musique, vous êtes foutu à la porte. Hein, le cinéaste est foutu à la porte. Alors, comment résoudre le problème? Et la narration, il fallait assurer une narration, que le pays était occupé, que c'était une famille qui tenait un restaurant, et ça c'était passionnant. Mais je vais vous dire une chose, le film, il a fallu 24 semaines de tournage. C'est-à-dire pour fabriquer un geste qui donne l'émotion et le récit en même temps. C'était très coton à faire. Mais c'est mon dernier film en studio. Et on avait la salle de montage dans le studio et la salle de projection en studio. Et c'était mon dernier film en 35 mm. C'est-à-dire que vous tournez, on avait quand même une petite vidéo, c'est-à-dire qu'on avait la même chose en vidéo, mais on travaillait en 35 mm, on montait en 35 mm. C'était encore l'usine. Maintenant, ce n'est plus l'usine.
Non, j'ai tout fait. Le bouleversement, j'ai commencé, il y avait un cadreur, la caméra était comme ça, hein. Il y avait un cadreur, hein. Il y avait un pointeur qui faisait le point, parce que le point n'était pas automatique. Il y avait les bobines qui étaient là, un chargeur qui chargeait, ça durait 10 minutes seulement là-haut, hein. Et un chef opérateur en magique avec quasiment des gants blancs qui disait tu allumes là, et des électrons qui étaient sur toutes les passerelles. Et il fallait s'y retrouver là-dedans, il fallait. C'était. Mais ça a fonctionné. Hein. Ça a fonctionné. C'est ça le miracle, c'est que ça a fonctionné. C'est comme pendant l'occupation allemande en France, le cinéma a très bien fonctionné, à condition que c'était l'accord tacite entre le cinéma français, toute personne comprise, de ne pas montrer que le pays était occupé et sous la botte de l'ennemi. Alors, si les jeunes gens voient ces films-là maintenant ou un peu plus tard, ça sera complètement déconnecté de ce qu'était la réalité de l'époque. C'était un trucage absolument magnifique, magnifique. Oui, il y a pas longtemps, j'ai revu au hasard Balthazar, Oui. et j'ai pensé à vous. Ah bon. Mais je suis comme l'âne un peu. Comment? Je suis comme l'âne, je reçois des coups. Moi aussi. Et bon, pourquoi j'y ai pensé, je sais trop rien. Peut-être un peu parce qu'il tourne avec des acteurs qui ne sont pas des acteurs professionnels. Enfin, mais ça ne se réduit pas à ça. Et je me suis demandé si vous aviez de l'amitié pour le cinéma de Bresson, voilà. Alors, j'ai une petite anecdote sur Robert Bresson, excusez-moi. Hein. J'avais fait l'école de cinéma qui s'appelait l'IDEC, qui était avant la FEMIS, avec Louis Malle. Et Louis Malle avait des parents qui avaient de l'argent et qui avaient fondé une maison de production où il a fait son premier film. Et il m'a demandé de l'aider à faire son premier film, qui était Ascenseur pour l'échafaud. Voilà. Et après, je l'ai aidé à faire son deuxième film, qui était Les Amants. Et sa maison de production a produit mon premier film, Le combat dans l'île. Vous voyez comme l'amitié avait déjà quand même un sens. Et ils ont produit, la maison de production lui-même a produit Un condamné à mort s'est échappé. Et Un condamné à mort s'est échappé est un film qui m'est extrêmement cher. C'est un film sur la résistance. C'est un film avec des non-comédiens, mais c'est à mon avis la même chose que s'il y avait des comédiens, parce que vous avez des non-comédiens qui sont divins et des non-comédiens qui sont très mauvais aussi. C'est la même chose qu'avec les comédiens. Mais c'est... Et alors, j'ai demandé à Louis Malle, est-ce que je pourrais pas venir un jour le regarder travailler Alors, il lui a demandé, il a dit, et j'avais demandé même quelques jours. Il m'a dit, je veux bien qu'il vienne, mais que je ne le vois pas. Et je suis venu du lundi au samedi, et c'était la séquence, pour ceux qui ont vu, où il démonte la porte, oui. le bois de la porte. Et j'ai vu un homme obsédé par la réalité, obsédé comment bien filmer une chose réelle, c'est-à-dire deux personnes qui démontent le bois d'une porte pour aller filer et pouvoir revenir dans leur cellule. Et ça, c'était merveilleux, c'était merveilleux. Simplement, un geste simple, juste et vrai. Et maintenant, quand je regarde la vie, c'est la seule chose qui m'intéresse. Oui, ça vous a quand même terriblement inspiré. Hein? Ça vous a quand même terriblement inspiré. Oui, et puis je voyais un homme sa caméra, la porte, tout ça, c'était la même chose. Et il n'y avait pas de dialogue, très peu de dialogue. Et puis, voilà, il a fait d'autres films, mais celui-là, c'est son grand film, celui-là. Et c'est d'après les mémoires d'un résistant, hein, qui raconte ça
mot à mot, hein, c'est-à-dire qu'il a pris, il a copié cinématographiquement l'expérience, le vécu d'un homme qui s'évade de la prison de Montluc à Lyon. Voilà, c'est tout. Et il n'y avait pas eu plus de dialogue que ça avec Bresson? Ah ben, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, je lui ai même pas serré la main. Et alors, vous parlez de Au hasard Balthazar. C'est l'histoire d'un âne qui passe de main en main, qui est un petit peu sadisé à droite et à gauche, espèce de martyr, de Christ, enfin bref, je vous passe le côté religieux de Bresson. Et il avait comme chargé de presse Bertrand Tavernier. Il y avait des projections privées avant la sortie du film. Je ne sais pas pourquoi je me retrouve dans cette projection privée avec Irène, ma femme de l'époque, qui était une femme assez avenante. Et elle adorait les animaux. Et à voir le massacre de cette âne, elle pleurait, le rimel dégoulinait, etc., etc. La lumière se rallume, et Bresson faisait partie de ces cinéastes qui étaient dans l'embrasure de la porte. Attendant de dire, oui, alors, hein. Et il voit passer devant lui une femme quand même pas mal, en larmes, etc., et qui va se cacher pour effacer son rimel. Je crois qu'il a eu l'orgasme de sa vie. C'était l'idéal, hein, l'idéal. Comme il aimait beaucoup les femmes, surtout les jeunes femmes. D'ailleurs, il y a un livre merveilleux sur le travail de Bresson. C'est le livre de celle qui a joué dans Au hasard Balthazar. Anne Gazemski, oui. C'est un livre sur le travail des cinéastes, magnifique, sur les obsessions des cinéastes, sur le mélange de la réalité, il mélange tout. C'est un livre formidable, beaucoup plus intéressant que toutes les critiques ou les livres que vous pouvez voir qui sont écrits sur les cinéastes. Ça, et c'est l'expérience d'une femme qui est passée entre les mains, hein, entre les mains de Robert Bresson, je dis bien, qui a essayé. Ça, c'est drôlement bien, drôlement bien. Et elle est morte, c'est Anne Gazemski, qui était une femme délicieuse. Bon. Moi, j'étais curieux de savoir quels étaient les films ou les cinéastes qui vous avaient donné envie de faire du cinéma quand vous étiez jeune. Alors, je m'excuse de vous répondre un peu abruptement, je ne prononce jamais le nom d'un cinéaste. Là, Bresson, vous m'avez obligé. On a un peu forcé, oui. Et j'ai pas fait un jugement de valeur, j'ai fait un jugement. J'ai eu une petite anecdote fleurie, etc. J'évite de parler du travail des cinéastes, surtout des cinéastes que j'aime, parce que en 4 phrases, devant une œuvre où il y a quelquefois 20 à 30 films, c'est misérable par rapport à leur travail. Alors, j'ai aimé des tas de films différents, j'ai aimé surtout des séquences de films, des moments de films. Parce que c'est rare qu'un film entièrement soit réussi, parce que c'est très difficile à faire. Donc, il y a des parties faibles qui font le charme aussi des films, mais il y a des parties faibles. Hein, il y a des parties... Voilà. Non, mais j'étais étonné quand même ce que vous disiez sur le muet. Comment le muet, vous n'êtes pas influencé. Moi, je pensais à énormément aussi de réalisateurs qui ont commencé comme Hitchcock, comme Ford, comme Ozu, qui ont commencé par le muet et qui sont ensuite passés au parlant. Et on sent bien que leur grammaire cinématographique a été influencée par le muet. Donc, par rapport à Libéramé, je pense que je sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas anodin non plus. Mais on sent vraiment que c'est un langage aussi qui est... Oui, mais ça n'a pas beaucoup changé. Parce que je vais vous expliquer une chose. Le problème, c'était il fallait une star masculine et une star féminine. Et les agents des deux étaient là à compter les gros plans, les champs contre champs, chronométrés, pour savoir s'il y avait un équilibre. Donc, il y avait Hollywood a inventé une façon de tourner, c'est-à-dire plan général, elle ou il entre dans la scène, donc le public sait où on est, et tout de suite, rapport entre l'un et l'autre.
et champ contre champ, et ça permet aux opérateurs de mieux éclairer, parce que la personne est assise et vissée, est un peu immobile. Hein, et puis, ils se relèvent, ils vont ailleurs, plan général, etc. C'est fait, absolument, tout est fait un peu comme ça. Vous ne le voyez pas, parce que vous n'êtes pas du bâtiment, ou un peu du bâtiment, mais nous qui fabriquons des films, on le sait, on le vit, et quelquefois des films très intéressants sont d'une pauvreté stylistique, si j'ose dire, de style extraordinaire. Et cette pauvreté est quelquefois presque un super style, hein, tant la narration est bien, fonctionne bien. Parce que il est évident que les Américains qui sont extraordinairement pratiques, les types qui faisaient des scénarios à Hollywood avaient lu les tragiques grecques de A jusqu'à Z, analysé à fond la caisse, et qu'ils piquaient tout là-dedans. Les musiciens de Hollywood ont piqué entièrement la musique du 19e siècle. C'était des travailleurs, c'est-à-dire qu'ils allaient, ils bossaient. Hein. Contrairement en France où on fait un peu les choses un peu au flanc, eux c'était des bosseurs professionnels. Et puis c'est comme ça qu'ils gagnaient de l'argent, c'est comme ça que, voilà. Alain, est-ce que vous voulez qu'on passe à l'extrait, le Liberté, Liberté chérie? Est-ce que ça vous... Je ne sais pas, je ne sais pas parce que oui. Et après on passe à la dédicace. Mais alors il faudrait qu'on éteigne. Voilà, mais on va le faire. Hein, pour que ça soit pas trop flousaille, parce que déjà oui. C'est fait avec, on voit déjà rien. Hein. Alors remarquez, arriver à un record de rien, c'est peut-être désirable. Hein. Alors on est en studio d'abord, et puis ensuite, je vais vous dire à quel moment c'est Bernard Crombé qui tient la caméra à l'intérieur. Attendez, laissez-moi quelques minutes. Statut du message. Ça c'est la fin du film. Ah non, c'est pas la fin du film. Une fois, quand on avait filmé, quand on avait fait des essais filmés, on avait dit que c'était quand même. Un peu placé ça, ce sens d'oreiller, et qu'on essaye d'abord en se mettant plus haut, une version un peu plus haut. Ce ne sera pas tout à fait la même. Faisons les trois versions. Allez, faisons les trois versions, comme ça, on n'aura pas de regrets. Là, il est penché. Voilà, il est droit là. Ça, c'est bien. Très peu de mouvement, sauf le coude et le rond. Et Catherine, ça va? Gardez bien l'orientation, Thierry, de votre crayon, parce que on l'aura jusqu'au bout de la séquence. Hein. Alors choisissez-la de telle façon que vous ne la regardez pas. Hein. Vous êtes complètement...
Alors ça, c'est une ouverture sur l'immeuble. Oh, merci Claire. C'est vraiment délicieux. C'est délicieux. Ça fait une petite brillance, ça fait une vraie fraîcheur. Hein. On va mater. Ah, c'est vrai, ça me dit beaucoup, ça, c'est marrant. Hein. Et comme Thierry est très enfant, il n'est pas du tout trop gentil, il est parfait. Voilà le premier plan que j'ai tourné. C'est la cour du studio où on tourne. C'est le premier plan que j'ai fait avec la petite caméra vidéo que je tenais dans la main. Sans équipe, sans grosse caméra. Je ne reviens pas. Je filme tout seul, je ne reviens pas, librement, sans argent. Je vais dans le quartier, là, un lycée, fermé. Ça, c'est le sigle des fachos français. Et comme j'ai fait un film sur la résistance, Montnègre, la Croix gammée, hein, c'est toujours d'actualité tout ça. Hein. Et c'est pas effacé. Et je constate tout de suite avec mon petit objet, c'est merveilleux. Je suis absolument. J'ai l'impression que j'ai une métamorphose formidable du cinéma. Je deviens un peu instrumentiste. Voilà, c'est moi qui fais tout ça. À mort les bicots et à mort les bicots. Et c'est la vie est merveilleuse pour moi parce que je peux la filmer. Et il y a 30 ans que je fais des films avec des équipes, des grosses caméras, des laboratoires, de l'argent, etc., et les contraintes. Les plaisirs aussi, mais les contraintes, surtout les contraintes. Là, je m'approche du lac d'Anguin et je filme la vie directement, immédiatement. Alors, on ne peut pas publier tout ça, mais c'est accessible. Tous les jours, on peut travailler, on peut filmer tous les jours, soi-même. Comme on peint tous les jours, comme on compose tous les jours, comme on écrit des mots tous les jours. Oh, quelle merveille. Et du coup, les signes est toujours un tout petit peu moins blanc que leur corps, parce qu'ils plongent là, hein, dans l'eau tout le temps. Adieu 35 mm. C'était bien, et en même temps, c'est bien aussi ça. Bon, ça allait. La projet j'avais. Oui. Oui, c'est exactement, ça m'est arrivé. Voilà, on ne peut pas dire ça suffit. Hein, ça suffit. On voit la caméra à l'intérieur, et encore le dispositif n'est pas cher à l'intérieur. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas de. Mais vous avez vu la caméra. C'est un objet magique, pratiquement, qui se veut magique. Dont la qualité, la forme, l'esthétique est entretenue par des professionnels qui veulent durer avec elle.
Et moi, j'ai travaillé avec des opérateurs extrêmement sophistiqués et connus, etc. Avec Pierre Lhomme ou avec Claude C'était notre Renoir. premier invité, Pierre Lhomme. Qui était venu. Et c'était des... En réalité, c'était des metteurs en scène qui n'avaient pas fait de mise en scène. Et ils nous voyaient faire ça, et il fallait quand même qu'ils s'expriment. Alors, il tenait l'image quand même, il tenait l'image. On avait beau dire que, oh, écoute, éclaire-la moins bien dans cette séquence, etc., etc. Il y avait des choses que vous ne pouvez pas transgresser. Mais on était une famille de cinéastes. Le monteur était un cinéaste qui n'était pas, qui n'était pas à ma place, en fait. Et tout ça pour le partage, pour que commercialement, il y avait un monteur, parce que il fallait monter dans la semaine en même temps qu'on tournait pour réduire le circuit de l'argent dépensé. Alors, vous travailliez toute la journée, et puis le samedi, vous étiez un peu crevé, et il fallait que vous tapiez le montage de ce que vous aviez fait dans la semaine. Et quelqu'un qui faisait à votre place ce qui est votre travail essentiel, c'est de mettre bout à bout les bouts que vous avez tournés. Alors comme on comprenait vaguement l'action, etc., quand on était très fatigué, on disait bon, c'est pas mal, c'est bien, là tu raccourcis un peu, mais c'était l'enfer, Et quand j'ai revu la caméra, là, et alors, extraordinaire folie des hommes, c'est que les caméras vidéo aujourd'hui sont comme celle-là, aussi envahissantes, aussi sophistiquées, il y a un type qui est chargé de la maintenance de je ne sais quoi, et puis de je ne sais quoi, et puis de je ne sais quoi, et on retrouve exactement, hein, il y a des témoins ici d'ailleurs du tournage d'aujourd'hui, c'est comme une espèce d'attirance pour le religieuse, c'est religieux, il faut quelque chose de... Alors que moi, c'est pas religieux du tout, ça l'est profondément, je veux dire. Mais en apparence, il n'y a aucun rite, aucun. Vous aviez décidé sur ce film qu'il n'y ait pas de point, que le point soit fixe et que les comédiens restent dans leur marque et que... Ils bougent très peu, ils bougent pratiquement pas. C'est au 200 mm, donc la profondeur de champ est très limitée. Hein. Et ils sont éclairés par une lampe de face comme ça. Et quelquefois, il y a une espèce d'éclairage très doux qui soutient un peu le fond. Et alors j'avais un problème, comment proposer à un opérateur en lui disant qu'il y a 2 lampes à régler par plan. C'est pas... Alors je me suis adressé à mon gendre, j'ai fait ça en famille, qui est un très bon opérateur, et qui a accepté cette contrainte. Il y a 80 visages absolument magnifiques, et tous trouvés aux ANPE. C'est-à-dire qu'on faisait une annonce aux ANPE, comme quand on cherchait des personnes pour un film, et on allait faire les essais aux ANPE. Et ils venaient, c'était 5, 10, 15, etc. Et à chacun, on demandait leur nom, etc., une petite conversation. Et on a fait 1000. Et je crois qu'on a un document sur la société de l'époque qui est assez gratiné quand même. Hein. Au point de vue visage, vêtements, c'est coupé ici comme le film. est très intéressant, très intéressant. Donc c'est un film dont l'apparence a une forme d'abstraction, mais qui est fait avec un concret total, et tous les événements, tous les gestes, etc., sont le fruit d'une enquête, d'une analyse, etc. J'ai inventé, mais presque pas, hein, presque pas. Et la vie de famille de la famille Titia récent, ça a été raconté par Madame Elec, qui avait 2 fils résistants, etc. Et donc j'ai piqué là-dedans royalement. Hein. C'est édité chez Maspero, et moi je ne me suis pas gêné. Hein. Et c'était important d'être précis, historiquement. Il n'y a qu'une seule chose que je n'ai pas vue, Madame Elec.
lorsque son fils a été fusillé, elle raconte une chose merveilleuse. Elle dit, le soir comme ça, il m'a demandé l'amour et j'ai pas pu lui donner. C'est-à-dire que son mari lui a demandé de faire l'amour pour un petit peu sortir de ce... Et elle dit, je n'ai pas pu lui donner. Et ça, c'est prodigieux, ça. Ça, j'ai pas pu le mettre dans le film. Mais c'est une merveille. Et quand on les voit recevoir la montre tous les deux, etc., j'ai pensé, j'étais appuyé par la vie de Madame Elec, hein, qui est certainement morte aujourd'hui, à qui je rends hommage. Il y a peut-être des arrière-petits-enfants qui sont encore vivants. C'est basé sur une analyse de la réalité. Les cinéastes sont très, comme ils sont visuels et ils ont un œil, ils sont fascinés par les documents, évidemment, par la vérité des documents. Moi, je collectionne les photos de presse depuis l'âge de 15 ans. Hein. Quand ma génération a découvert les photos de camps de concentration, on était tellement sciés que j'ai les premières photos prises par les Américains, par les Russes qui ont libéré les camps. Et ça a été le choc total, définitif. Ce qui fait qu'aucun cinéaste, à part un cinéaste polonais, qui a fait un truc, n'a attaqué cette affaire-là. C'est comme l'amour physique entre un homme et une femme, ou entre deux hommes, ou entre deux femmes, peu importe, n'a jamais été attaqué par le cinéma. Les comédiens et les comédiennes, quand ils attaquent ce genre de scène, sont épouvantés, mais on les oblige comme des putains à faire le boulot, à se rouler, à faire semblant. Mais vous ne recevez aucune chose profonde comme ce que vous avez vécu vous-même. Il n'y a aucun rapport. C'est une hypothèse. On vous dit, bon, ils s'aiment, voilà. Alors, il faut que vous pensiez qu'ils s'aiment. Hein. Ils s'embrassent, ils font l'amour, donc ils s'aiment. Bon, alors, d'accord. Après qu'ils s'aiment, on va voir s'il leur arrive... Mais rien n'est fait encore cinématographiquement, rien n'existe. Mais c'est bien, parce que nous, on est des débutants, on débute. Hein. Moi, je suis la 3e génération de cinéastes. La première, c'est Griffiths, la deuxième, c'est Bresson et Renoir, et la 3e, c'est la nôtre. Vous vous rendez compte? Mon grand-père est né la même année que Louis Lumière. C'est lui mon grand-père a inventé le cinéma. Enfin, le cinéma, la projection de cinéma. Ils mettent le cinéma vertical, et ils mettent des fauteuils devant, et la caisse à l'entrée. C'est les Américains qui ont inventé le mouvement cinématographique. Et vous le voyez comment alors l'avenir du cinéma? C'est quoi la 4e génération alors? Vous la voyez comment venir? Sous des formes, en tout cas dans l'espace, plus du tout le mur qui est le mur là. La salle de cinéma, vous y croyez? Je pense qu'elle est. Il faut vous y habituer parce qu'elle va disparaître. Hein. Le cinéma sera parmi nous, il sera. Ça c'est Lascaux, ça. C'est la grande de Lascaux, ça. Hein. C'est exactement ça. C'est-à-dire dans l'espace. Dans l'espace, c'est-à-dire que ça sera. Je ne peux pas vous dire exactement. Hein. Ça partira d'un hologramme très travaillé, ça sera une cérémonie tout à fait différente, beaucoup plus interactif et pas du tout un peu figé comme ça. Et ça sera nos films certainement seront un passé très lointain et très très important, comme les films de Louis Lumière. Hein. C'est extraordinaire parce que ça n'a pas pris de ride, parce que c'est la réalité. Ils mettaient une caméra devant les gens qui passaient et c'était bon. Par contre, les premiers films joués par les acteurs, hein, aujourd'hui, c'est un film documentaire sur la façon dont on jouait à l'époque. Et les films qui vous fascinent aujourd'hui, dans 50 ans, seront des documentaires sur... C'est-à-dire que l'action, on ne la suivra pas, mais on sera très intéressé par comment il travaillait l'émotion, comment, surmaquillé par Max Factor Hollywood,
ils arrivaient à transmettre une émotion à notre époque, à certaines personnes un peu crédules, comme nous sommes, quand on est au cinéma. Hein. Mais ça, c'est formidable. Et l'évolution sera à l'infini, l'image. Elle est partout, l'image, maintenant. Hein. Mais vous voyez une sorte de progrès, c'est marrant, parce que certains ont un discours plutôt d'un âge d'or. Et voilà, Un âge d'or. il y a eu un... Parce qu'ils ont vécu ça. Ils ont cru que non seulement ils vivaient un âge d'or, mais c'était les grands prêtres de l'âge d'or. D'accord. Attention, parce qu'ils faisaient en même temps le commentaire. Hein, non, on est des taupes, et puis on a des petits trous de lumière comme ça de temps en temps. Et quand on a un trou de lumière, on appuie sur le bouton pour capter le... Ah, et puis après, Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis. Pardon. Pardon. Non, mais c'est très bien. C'est la première personne. Tout ce que je vous dis était la première personne. Si je m'égare dans une idée générale, c'est que j'essaye de me parer un peu ou des plumes du pan, ou de choses qui traînent à droite et à gauche et que je fais par... hein. Non, je n'ai jamais écrit un article sur le travail cinématographique. Parce que c'est tellement mouvant, tellement personnel, et chacun fait tellement autre chose, et chaque spectateur reçoit un film différent. On n'avait pas créé des idées générales et qui structurent tout ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Fred, j'avais une question par rapport au film que vous aviez tourné il y a quelques années qui s'appelle Pater. Oui. Il me semblait que c'était un film qui était à la frontière un peu de la fiction et de ce que vous faites actuellement. Et c'était quoi le projet en fait au départ C'est un projet, c'est-à-dire que ne tournant pas avec les acteurs, j'ai toujours adoré la compagnie des acteurs. Parce que les acteurs ils racontent des histoires de tournage, de vie cinématographique de façon formidable. Ils adorent ça. Hein. Et avec Vincent Lindon, on s'était rencontrés, puis on déjeunait régulièrement, et puis on parlait de tout, de politique, etc., etc. Et on avait une obsession que j'ai toujours, qui est que l'écart entre un bas salaire et un haut revenu est tellement monstrueux que on avait l'impression que, et on a toujours l'impression, que cette société allait vers des conflits terrifiants, que c'était la cause profonde, c'était pas des problèmes de gauche, de droite, etc., c'était des problèmes de différence de revenus. Voilà. Et en parlant de ça, on se s'échauffait de temps en temps, et puis je le regardais, je me disais, il est pas mal là, j'avais envie de le filmer. Et petit à petit, et comme mon père avait exercé quelques pouvoirs administratifs au ministère des Finances, que je l'avais vu exercer le pouvoir, j'avais une espèce d'antenne quand même sur la façon. Et il m'énervait, mon père, parce qu'il était ravi, il était heureux du pouvoir. Et j'ai jamais entendu un homme politique dire que le pouvoir le rendait heureux. Hein, jamais. C'est toujours comme ça. Et petit à petit, je me suis dit, mais si on faisait l'histoire de lambda qui tout d'un coup se prennent pour... Et puis après, ils retombent. Comme les gens dans les bistrots. Quand ils ont bu un petit peu, ils refont la France très facilement. Hein, et dans tous les pays du monde. Hein. Et alors, j'ai proposé à Vincent de dire, on va commencer par faire un petit repas tous les deux, de tâter le terrain, et on n'était que deux à faire le film. Et on a mis un an à le terminer. On a monté, j'ai désespéré, j'ai repris, etc. On a tourné 3 films pendant qu'on faisait celui-là. Et petit à petit, on a fini par y arriver. Parce que on n'était pas poussé par une idée cinématographique, mais là, par une idée politique. On y tenait, et il est devenu de plus en plus, lui, il voulait un rapport entre 1 à 10. Moi, je votais pour 1 à 15, c'est-à-dire qu'on était devenu un peu fou, quoi. On était dedans, on y arrivait, et comme on était honnête quand même,
et qu'on avait vu comment les grandes idées meurent quelquefois dans le caniveau, hein, il ne gagnait pas. C'était un échec. Il le proposait et il n'avait pas les voix nécessaires. Voilà. Et j'ai pensé que, alors j'ai pensé aussi, et Vincent a pensé aussi, que ça nous a évité à tous les deux une psychanalyse, une analyse, parce que moi, je ne me montrais pas dans mes autres films, et la seule fois où je me suis montré physiquement, c'est en président de la République. Alors, il y a une raison plus profonde, et je n'ai pas encore trouvé la solution de l'affaire, mais c'est quand même bizarre. Vincent était plus à l'aise parce que c'était un comédien, donc il assurait à la fois lui-même et en même temps la comédie. Moi, j'étais pas comédien du tout. Je racontais mes trucs et je me sentais pas comédien. Il n'y avait pas de texte. En plus de ça, il n'y avait pas de texte. C'était des petites improvisations assez courtes. Mais il y a eu beaucoup de trucs tournés. C'était une espèce de reportage très lassant sur deux bouvards à pécuchet voilà. Mais ça a bien marché. Ah oui. Ça a bien marché. C'est ça qui nous a... Vincent et moi, on était complètement pessimistes sur l'affaire. Vous étiez à Ça a bien Cannes, marché. il était en sélection à Cannes. Oui, j'applaudis, c'est là. Mais on a eu de la chance. Standing ovation. C'est le jour où Strauss-Kahn s'est fait piquer. Alors là, c'était comme dans Il vous a volé la le film, vedette. il y a son adversaire qui il montre une. On suppose que c'est une photo un peu érotique de son adversaire, et il refuse de s'en servir, etc. C'était exactement la situation de Strauss-Kahn. Ah oui, c'était cette année. Oui, c'était assez cocasse. Vous vous rendez compte, premier président, tous les socialistes y croyaient, tous les Français y croyaient, et en plus de ça, c'était notre premier président juif. C'était un événement, Strauss-Kahn. C'était une possibilité formidable, tout le monde y croyait. Et ça se termine avec une femme de chambre qui dit qui montre le sperme qu'elle a sur le cou, et qui sans doute a été piloté, etc. Et $1 million pour fermer sa gueule. Oui, Vous vous rendez compte de l'histoire, et que ça, on voulait en faire un président. Et comme il a fait des tas de partis, automatiquement ça a été filmé. Le Parti socialiste savait que ça avait été filmé. Supposez qu'il soit élu, et que tout d'un coup, sur le net, vous avez une partie galante de votre président de la République. Eh ben non, il le poussait quand même. Mais on est en plein délire, ils sont en plein délire. Mais vous me faites parler de politique, c'est... Je viens d'apercevoir qu'Irène n'est plus disponible en DVD. Il y a une chance qu'il reparaisse. Alors, quelquefois, les DVD disparaissent. Voilà. Ouais. Alors, vous voulez savoir la cote d'un cinéaste, vous téléphonez à Amazon pour avoir un truc, et vous savez à quelle hauteur est votre DVD, savoir qu'il est très demandé. Vous ne pouvez pas téléphoner à Amazon. Hein? Non, il faut taper sur Amazon. Vous ne pouvez pas les appeler. Non, je dis téléphoner parce que je n'utilise pas l'ordinateur, je dis téléphoner à l'ancienne. Oui, d'accord. Donc, tapez là maintenant. Tapez. Il faut que je téléphone à l'éditeur. Voilà. Ben, l'éditeur, il n'en a plus, l'éditeur. C'est le distributeur, et c'est des gens qui ont pris des DVD à ces époques-là et qui ont joué sur la cherté approximative, Et les droits sont tombés. comme les tableaux, comme les... Voilà. Ah oui. Puis les droits tombent. Ils achètent les droits sur une durée. Il y a des gens qui ont des collections de DVD dans plein leur cas parce qu'ils vont les sortir un jour cher. C'est 10 € et ça vaudra 250 €. Vous avez des DVD à 250 € sur Amazon. Même plus. Et même plus. Alors, je suis en retard. Une fois de plus, je suis en retard. Est-ce qu'on passe à la dédicace, Alain? Ça vous va? Absolument, quelle heure est-il?
Ouais, parce qu'on parle. 19h45. Ah oui, quand même. Ah oui, donc, non, il est temps quand même. Merci. Merci.